Lui, à Pierre de Courcelles. Mon cher ami, tu n'y comprends rien et je le conçois. Tu me crois devenu fou, je le suis peut-être un peu, mais non pas pour les raisons que tu supposes. Oui, je me marie, voilà. Et pourtant, mes idées, mes convictions n'ont pas changé. Je considère l'accouplement légal comme une bêtise. Je suis certain que 8 maris sur 10 sont cocus. Et ils ne méritent pas moins pour avoir eu l'imbécilité d'enchaîner leur vie, de renoncer à l'amour libre, la seule chose gaie et bonne au monde, de couper l'aile à la fantaisie qui nous pousse sans cesse, à toutes les femmes, etc., etc. Plus que jamais, je me sens incapable d'aimer une femme parce que j'aimerais toujours trop toutes les autres. Je voudrais avoir 1000 bras, 1000 lèvres et 1000 tempéraments pour pouvoir étreindre en même temps une armée de ces êtres charmants et sans importance. Et cependant, je me marie. J'ajoute que je ne connais guère ma femme de demain. Je l'ai vue seulement 4 ou 5 fois. Je sais qu'elle ne me déplaît point, cela me suffit pour ce que j'en veux faire. Elle est petite, blonde et grasse. Après-demain, je désirais ardemment une femme grande, brune et mince. Elle n'est pas riche, elle appartient à une famille moyenne, c'est une jeune fille comme on en trouve à la grosse, bonne à marier, sans qualité, sans défaut apparent, dans la bourgeoisie ordinaire. On dit d'elle, mademoiselle Lajolle est bien gentille, on dira demain, elle est fort gentille, madame Raymond. Elle appartient, enfin, à la légion des jeunes filles honnêtes, dont on est heureux de faire sa femme, jusqu'au jour où on découvre qu'on préfère justement toutes les autres femmes à celles qu'on a choisies. Alors, pourquoi me marier, diras-tu? J'ose à peine t'avouer l'étrange et invraisemblable raison qui me pousse à cet acte insensé. Je me marie pour n'être pas seul. Je ne sais comment dire cela, comment me faire comprendre. Tu auras pitié de moi, tu me mépriseras, tant mon état d'esprit est misérable. Je ne veux plus être seul la nuit. Je veux sentir un être près de moi, contre moi. Un être qui peut parler, dire quelque chose, n'importe quoi. Je veux pouvoir briser son sommeil, lui poser une question quelconque, brusquement, une question stupide, pour entendre une voix, pour sentir habiter ma demeure, pour sentir une âme en éveil, un raisonnement en travail, pour voir, allumant brusquement ma bougie, une figure humaine à mon côté, parce que je n'ose pas avouer cette honte, parce que j'ai peur, tout seul. Oh, tu ne me comprends pas encore. Je n'ai pas peur d'un danger, et un homme entrerait, je le tuerais sans frissonner. Je n'ai pas peur des revenants, je ne crois pas au surnaturel. Je n'ai pas peur des morts, je crois à l'anéantissement définitif de chaque être qui disparaît. Alors, oui, alors, eh bien, j'ai peur de moi. J'ai peur de la peur des spasmes de mon esprit qui s'affole, peur de cette horrible sensation de la terreur incompréhensible. Ris si tu veux. Ah, cela est affreux, inguérissable. J'ai peur des murs, des meubles, des objets familiers qui s'animent pour moi, d'une sorte de vie animale. J'ai peur surtout du trouble horrible de ma pensée, de ma raison qui m'échappe, brouillée et dispersée par une mystérieuse et invisible angoisse. Je sens d'abord une vague inquiétude qui me passe dans l'âme et me fait courir un frisson sur la peau. Je regarde autour de moi, rien. Je voudrais quelque chose, quoi? Quelque chose de compréhensible, puisque j'ai peur uniquement parce que je ne comprends pas ma peur. Je parle, j'ai peur de ma voix. Je marche, j'ai peur de l'inconnu de derrière la porte, de derrière le rideau, de dans l'armoire, de sous le lit, et pourtant je sais qu'il n'y a rien nulle part. Je me retourne brusquement parce que j'ai peur de ce qui est derrière moi, bien qu'il n'y ait rien et que je le sache. Je m'agite, je sens mon effarement grandir et je m'enferme dans ma chambre. Je m'enfonce dans mon lit, je me cache sous mes draps et blotti, roulé comme une boule. Je ferme les yeux désespérément et je demeure ainsi pendant un temps infini, avec cette pensée que ma bougie demeure allumée sur ma table de nuit et qu'il faudrait pourtant l'éteindre. Et je n'ose pas. N'est-ce pas affreux d'être ainsi? Autrefois, je n'éprouvais rien de cela, je rentrais tranquillement. J'allais, je venais en mon logis sans que rien troublât la sérénité de mon âme. Si l'on m'avait dit quelle maladie de peur invraisemblable, stupide et terrible devait me saisir un jour, j'aurais bien ri.
J'ouvrais les portes dans l'ombre avec assurance, je me couchais lentement, sans pousser les verrous, et je me relevais jamais au milieu des nuits pour m'assurer que toutes les issues de ma chambre étaient fortement closes. Cela a commencé l'an dernier, d'une singulière façon. C'était en automne, par un soir humide. Quand ma bonne fut partie après mon dîner, je me demandais ce que j'allais faire. Je marchais quelque temps à travers ma chambre. Je me sentais là, accablé sans raison, incapable de travailler, sans force même pour lire. Une pluie fine mouillait les vitres. J'étais triste, tout pénétré par une de ces tristesses sans cause qui vous donnent envie de pleurer, qui vous font désirer de parler à n'importe qui pour secouer la lourdeur de notre pensée. Je me sentais seul. Mon logis me paraissait vide comme il n'avait jamais été. Une solitude infinie, navrante m'entourait. Que faire? Je m'assis. Alors, une impatience nerveuse me courut dans les jambes. Je me relevai, je me remis à marcher. J'avais peut-être aussi un peu de fièvre, car mes mains que je tenais rejointes derrière mon dos, comme on fait souvent quand on se promène avec lenteur, se brûlaient l'une à l'autre, et je le remarquais. Puis soudain, un frisson de froid me courut dans le dos. Je pensais que l'humidité du dehors rentrait chez moi, et l'idée de faire du feu me vint. J'en allumai. C'était la première fois de l'année, et je m'assis de nouveau en regardant la flamme. Mais bientôt, l'impossibilité de rester en place me fit encore me relever, et je sentis qu'il fallait m'en aller, me secouer, trouver un ami. Je sortis. J'allai chez 3 camarades que je ne rencontrais point, puis je gagnai le boulevard, décidé à découvrir une personne de connaissance. Il faisait triste partout. Les trottoirs trempés luisaient, une tiédeur d'eau, une de ces tiédeurs qui vous glacent par frissons brusques, une tiédeur pesante de pluie impalpable accablait la rue, semblait lasser et obscurcir la flamme du gaz. J'allais d'un pas mou, me répétant « je ne trouverai personne avec qui causer ». J'inspectais plusieurs fois les cafés, depuis la Madeleine jusqu'au faubourg Poissonnière. Des gens tristes, assis devant des tables, semblaient n'avoir pas même la force de finir leur consommation. J'errais longtemps ainsi, et vers minuit, je me mis en route pour rentrer chez moi. J'étais fort calme, mais fort las. Mon concierge, qui se couche avant 11 heures, m'ouvrit tout de suite, contrairement à son habitude, et je pensais, tiens, un autre locataire qui vient sans doute de remonter. Quand je sors de chez moi, je donne toujours à ma porte 2 tours de clé. Je la trouvais simplement tirée, et cela me frappa. Je supposais qu'on m'avait monté des lettres dans la soirée. J'entrai, mon feu brûlait encore et éclairait même un peu l'appartement. Je pris une bougie pour aller l'allumer au foyer, lorsqu'en jetant les yeux devant moi, j'aperçus quelqu'un assis dans mon fauteuil, qui se chauffait les pieds en me tournant le dos. Je n'eus pas peur, oh non, pas le moins du monde. Une supposition très vraisemblable me traversa l'esprit, celle qu'un de mes amis était venu pour me voir. La concierge, prévenue par moi à ma sortie, avait dit que j'allais rentrer, avait prêté sa clé. Et toutes les circonstances de mon retour en une seconde me revinrent à la pensée. Le cordon tiré tout de suite, ma porte seulement poussée. Mon ami dont je ne voyais que les cheveux s'était endormi devant mon feu, en m'attendant, et je m'avançais pour le réveiller. Je le voyais parfaitement, un de ses bras pendant à droite, ses pieds étant croisés l'un sur l'autre, sa tête penchée un peu sur le côté gauche du fauteuil, indiquait bien le sommeil. Je me demandais qui est-ce. On y voyait peu d'ailleurs dans la pièce. J'avançai la main pour lui toucher l'épaule. Je rencontrai le poids du siège. Il n'y avait plus personne, le fauteuil était vide. Et quel sursaut, miséricorde! Je reculai d'abord comme si un danger terrible eût apparu devant moi, puis je me retournai, sentant quelqu'un derrière mon dos, puis aussitôt un impérieux besoin de revoir le fauteuil me fit pivoter encore une fois, et je demeurai debout, haletant d'épouvante, tellement éperdu que je n'avais plus une pensée prête à tomber. Mais je suis un homme de sang-froid. Et tout de suite la raison me revint, je songeais, je viens d'avoir une hallucination, voilà tout. Et je réfléchis immédiatement sur ce phénomène. La pensée va vite dans ces moments-là. J'avais eu une hallucination, c'était là enfin incontestable. Or, mon esprit était demeuré tout le temps lucide, fonctionnant régulièrement et logiquement. Il n'y avait donc aucun trouble du côté du cerveau. Les yeux seuls s'étaient trompés, avaient trompé ma pensée. Les yeux avaient eu une vision, une de ces visions qui font croire au miracle les gens naïfs.
C'était là un accident nerveux de l'appareil optique, rien de plus. Un peu de congestion, peut-être. J'allumai ma bougie. Je m'aperçus en me baissant vers le feu que je tremblais, et je me relevai d'une secousse, comme si on m'eût touché par derrière. Je n'étais point tranquille, assurément. Je fis quelques pas, je parlais haut, je chantai à mi-voix quelques refrains. Puis je fermai la porte de ma chambre, à double tour, et je me sentis un peu rassuré. Personne ne pouvait entrer, au moins. Je m'assis encore, et je réfléchis longtemps à mon aventure. Puis je me couchai, je soufflai ma lumière. Pendant quelques minutes, tout alla bien. Je restai sur le dos, assez paisiblement, puis le besoin me vint de regarder dans ma chambre, et je me mis sur le côté. Mon feu n'avait plus que 2 ou 3 tisons rouges qui éclairaient juste les pieds du fauteuil, et je crus revoir l'homme assis dessus. J'enflammai une allumette d'un mouvement rapide, je m'étais trompé, je ne voyais plus rien. Je me levai cependant et j'allai cacher le fauteuil derrière mon lit. Puis, je refis l'obscurité et je tâchai de m'endormir. Je n'avais pas perdu connaissance depuis plus de 5 minutes quand j'aperçus en songe, et nettement comme dans la réalité, toute la scène de la soirée. Je me réveillai éperdument, et ayant éclairé mon logis, je demeurai assis dans mon lit, sans oser même essayer de rendormir. 2 fois cependant, le sommeil m'envahit, malgré moi, pendant quelques secondes. 2 fois, je revis la même chose. Je me croyais devenu fou. Quand le jour parut, je me sentis guéri et je sommeillai paisiblement jusqu'à midi. C'était fini, bien fini. J'avais eu la fièvre, le cauchemar, que sais-je. J'avais été malade, enfin. Je me trouvais néanmoins fort bête. Je fus très gai ce jour-là. Je dînai au cabaret, j'allai voir le spectacle, puis je me mis en chemin pour rentrer. Mais voilà qu'en approchant de ma maison, une inquiétude étrange me saisit. J'avais peur de le revoir, lui. Non par peur de lui, non par peur de sa présence, à laquelle je ne croyais point, mais j'avais peur d'un trouble nouveau de mes yeux, peur de l'hallucination, peur de l'épouvante qui me saisirait. Pendant plus d'1 heure, j'errai le long en large sur le trottoir. Puis je me trouvai imbécile à la fin, et j'entrai. Je haletais tellement que je ne pouvais plus monter mon escalier. Je restai encore plus de 10 minutes devant mon logement sur le palier, puis, brusquement, j'eus un élan de courage, un roidissement de volonté. J'enfonçai ma clé, je me précipitai en avant, une bougie à la main. Je poussai d'un coup de pied la porte entrebâillée de ma chambre, et je jetai un regard effaré vers la cheminée. Je ne vis rien. Ah, quel soulagement, quelle joie, quelle délivrance. J'allais et venais d'un air gaillard, mais je ne me sentais pas rassuré. Je me retournai par sursaut, l'ombre des coins m'inquiétait. Je dormis mal, réveillé sans cesse par des bruits imaginaires, mais je ne le vis pas. Non, c'était fini. Depuis ce jour-là, j'ai peur tout seul la nuit. Je la sens là, près de moi, autour de moi, la vision. Elle ne m'est point apparue de nouveau, oh non, et qu'importe d'ailleurs, puisque je n'y crois pas, puisque je sais que ce n'est rien. Elle me gêne cependant parce que j'y pense sans cesse. Une main pendait du côté droit, sa tête était penchée du côté gauche comme celle d'un homme qui dort. Allons, assez, nom de Dieu, je n'y veux plus songer. Qu'est-ce que c'est que cette obsession pourtant? Pourquoi cette persistance? Ses pieds étaient tout près du feu. Il me hante, c'est fou, mais c'est ainsi. Et qui il? Je sais bien qu'il n'existe pas, que ce n'est rien. Il n'existe que dans mon appréhension, que dans ma crainte, que dans mon angoisse. Allons, assez. Oui, mais j'ai beau me raisonner, me roidir, je ne peux plus rester seul chez moi parce qu'il y est. Je ne le verrai plus, je le sais. Il ne se montrera plus, c'est fini cela, mais il y est tout de même, dans ma pensée. Il demeure invisible, cela n'empêche pas qu'il y soit. Elle est derrière les portes, dans l'armoire fermée, sous le lit, dans tous les coins obscurs, dans toutes les ombres. Si je tourne la porte, si j'ouvre l'armoire, si je baisse ma lumière sous le lit, si j'éclaire les coins, les ombres, il n'y est plus. Mais alors je le sens derrière moi. Je me retourne. Cependant, je ne le verrai pas. Il n'en est pas moins derrière moi, encore. Assez stupide, mais c'est atroce. Que veux-tu? Je n'y peux rien. Mais si nous étions 2 chez moi, je sens, oui, je sens assurément qu'il n'y serait plus, car il est là parce que je suis seul.
uniquement parce que je suis seul.